Bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette conférence. J'espère que votre Agile Tour se passe bien. Je sais que c'est la deuxième journée, on est dans la dernière ligne droite, l'après-midi. Si vous êtes comme moi, vous avez tous un coup de barre. Mais rassurez-vous, je vais essayer quand même de parler de manière le plus monotone possible pour être sûr que vous vous endormiez. Donc, cette conférence aujourd'hui, elle se veut très didactique. Donc, c'est une grande partie, ça va être des démos live. Donc, on prie le Dieu des démos que ça va bien se passer. Normalement, ça se passera bien. C'est un fait vécu que je vous parle. Donc, vraiment, j'ai pris un vrai projet client qu'on a reçu. J'ai un peu modifié l'histoire. Et évidemment, j'ai un peu modifié le nom du client pour pas que vous le voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous recevez un projet Legacy et que vous savez que votre semaine va bien se passer? Donc, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Moi, c'est Julien Maître-Henri, je suis développeur, DevOps, Cloud Architect, nommez ça comme vous voulez, mais en tant que tel, je fais du code depuis plus de 15 ans maintenant, dans plein de systèmes différents. Je suis un grand fan de Docker. Depuis 2015, en fait, je fais des conférences sur Docker. Et aujourd'hui, ça tombe bien, je vais vous parler de ça. Puis Docker a dit, tu parles tellement bien de Docker que tu vas être Docker Captain. En gros, ça veut juste dire que je parle de Docker. Donc, commençons notre histoire. Imaginons, on est un lundi matin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le lundi matin, ma boîte mail, elle ressemble à ça. J'ai 95 mails non lus, et encore, c'est un bon lundi matin. Puis là, je sais que je commence ma première partie à regarder tous mes mails. Je passe dans la mer de mails, puis là, d'un seul coup, j'en ai un qui attire mon regard. Puis on va passer dessus. Ah, il faut que j'arrête mon PowerPoint. S'il y arrive. Le mail, il s'appelle juste « Projet Legacy, ajout de fonctionnalités et déploiement dans notre infra ». Bon, le nom, je l'ai donné juste pour qu'il parle vraiment, mais ça aurait pu être n'importe quel nom. Jusque-là, oh, ça va. Puis là, on va y aller. Bon lundi, Julien. Ouf. Déjà, quand il commence ses mails comme ça un lundi matin, je le sens qu'il y a anguille sur roche. J'espère que tu as passé un bon week-end ou une bonne fin de semaine. Oh shit, qu'est-ce qu'il va me demander? La semaine dernière, nous avons supprimé notre ancien environnement de production. Ça faisait temps, là, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus rien qui tourne dessus. Et l'un de nos clients nous a appelés parce que nous avons supprimé une application critique qu'il utilisait. Legacy Project. Oh shit, je vois déjà la suite qui va arriver. En même temps, il nous a demandé d'ajouter des fonctionnalités à cette application et il est prêt à payer pour ça. Fuck, dès qu'il y a de l'argent en jeu en plus, là, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de m'attaquer à ça. Est-ce que ton équipe, évidemment, peut prendre en charge cette application et la déployer dans notre nouvel environnement Kubernetes dès que possible? De plus, ton équipe sera responsable de la mise à jour et de l'ajout de ces fonctionnalités. Parce que ça va être facile. Puis là, j'ai un petit peu d'insight sur le projet pour dire... le projet, il a été créé il y a 12 ans. Bon, c'est pas grave, il est peut-être maintenu. Il a été mis à jour il y a 8 ans. Ah shit, ça commence à m'aller. Personne ne l'a mis à jour depuis, et tous ceux qui ont travaillé dessus ne sont plus là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand ça part comme ça, on le sait que ça va bien se passer cette semaine-là. Tiens, voici le code en pièce jointe d'ailleurs dans le mail, parce que c'est comme ça que je te le donne. On avait peut-être un Git, mais au moins comme ça, tu n'en as plus. Bonne chance. OK. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je commence comme ça, je suis là. Qu'est-ce que je vais faire? Première étape, je vais ouvrir ce code. Donc, rapidement pour vous, je l'ai désarchivé. Puis on va commencer à l'explorer, parce qu'après tout, j'ai aucune information. Première étape, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais on va regarder le README. Ouais, il y en a un, puis il y a du texte. Sans joke, ça arrive souvent que le README, c'est juste une ligne, c'est le nom du projet, et puis tu es là, merci. Tu as pris la peine d'écrire le fichier, je suis content. Donc là, on peut voir, il y a des requirements qui sont mis, UP, ça utilise MongoDB, Node.js, NPM, blablabla, blablabla, puis pour l'installer, tu fais npm install, comme n'importe quel projet finalement Node.js. Puis pour rouler l'application, tu as besoin de MongoDB. J'ai quelques instructions, tu es là, ouf, au moins, ça devrait bien aller, j'ai de la doc. OK. Maintenant, le projet, il a 12 ans. Modifié il y a 8 ans. Quelle version de Node ça utilise, ce truc-là? Donc, je vais continuer d'explorer, puis j'ai de la chance. Il y a une définition de GitLab CI, donc il y a un pipeline. Ouais. Alors, le pipeline, il commence Node 6.9.2. Alors, pour ceux qui ne font pas de Node.js, aujourd'hui, on est en version 22. Bon, ils trichent un petit peu chez Node.js, c'est juste des chiffres pairs qu'ils utilisent.
Mais ça reste que ça fait quand même quelques versions majeures qui sont sorties. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il fait, parce que j'ai un script de déploiement, donc je dois savoir comment builder et déployer ça. Hein. Alors, voyons voir. Je mets une clé SSH et j'exécute un script de déploiement sur le serveur en production. Ouais. On va aller voir ce script. Si ça se trouve, j'ai plein d'infos dedans. OK. Il va dans le projet. Il met à jour Git. Il fait un npm install. Merci, bonsoir, je lance le projet. OK. Bon, finalement, je n'ai pas tant d'infos, mais ça a l'air d'être un serveur assez facile. Il poussait le code dessus à l'ancienne, puis ça devrait marcher. Bon, petit défaut, il build sur le serveur de prod. C'est pas grave, hein, après tout, on aime bien builder en prod. Ça devrait bien aller. OK. Par contre, je vois qu'il y a un script à côté qui s'appelle install.sh. Ça a l'air intéressant, ça, j'ai peut-être de l'info. Alors, déjà, ce qu'il me dit, c'est pour Ubuntu 16. Donc ça, on s'entend, 16, c'est généralement l'année, donc 2016. OK. Puis là, j'ai des scripts d'install. Mais est-ce que j'ai l'information que je... Ah, NVM install, donc installer la version 6.9.4. Ils sont un peu plus à jour que le CI. Bon, on reste en version 6. OK. Ça disait à un moment que c'est utilisé MongoDB. Est-ce que je suis capable d'avoir la version? Là. Ah, MongoDB. Oui, ça utilise la version 3.2 de MongoDB. Je suis content, j'ai une version. Juste pour info, on est dans les versions, je pense, 5 ou 6 maintenant de MongoDB en version majeure. Puis comme toute base de données, c'est updaté une fois tous les 40 ans. Donc 3.2, c'est vieux. Mais maintenant, j'ai quand même pas mal d'infos, donc je sais où démarrer. J'ai besoin d'un MongoDB, version 3.2, j'ai besoin de Node.js, version 6. Ben, qu'est-ce que je peux faire pour partir là-dedans? Puis, il ne faut pas oublier, ma mission, finalement, c'est de déployer ça dans Kubernetes en production. Donc, qui dit Kubernetes, ça veut dire que j'ai besoin de construire une image Docker quelque part. Ben, allons-y, on va commencer par ça. Je suis quelqu'un qui adore Docker, j'ai 40 ans d'expérience en Docker, nouveaux fichiers, Dockerfile. Non, je plaisante. Honnêtement, vous pouvez écrire vos Dockerfiles à la main, je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'aime pas ça. C'est plate, c'est récurrent, on oublie toujours 40 trucs à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire pour créer nos Dockerfiles? Puis créer finalement tout ce qu'on a besoin de base pour dockeriser une application. Ben, la bonne nouvelle, c'est que oui. J'ai juste mon terminal. Pour ça, Docker nous a gentiment créé... Non. Pas zoomé. Bon, on va ouvrir un vrai terminal. Lui me permet de zoomer. Donc, Docker nous a créé un super CLI pour ça, ça s'appelle Docker Init. Je ne sais pas si, est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé ou connaît au moins cette fonctionnalité? Oui, super. Est-ce que vous l'utilisez? Non. Bon, au moins, 3 personnes connaissent, 1 personne l'utilise. Ben, je vais vous montrer. En fait, c'est une petite commande magique. Je clique dessus, puis là, il regarde un peu votre projet, puis il va commencer à créer pour vous des fichiers, qui est la base, finalement, de n'importe quel projet qui va utiliser Docker. Donc, comme on peut voir, il nous propose de créer un Docker Ignore, un Dockerfile, un Compose, et même un README spécifique pour Docker. Puis pour ça, il essaye de nous poser des questions. Donc, il détecte que c'est un projet Node. Bravo. Il n'a pas réussi à détecter ma version de Node, par contre. Donc, on a dit 6.9.2. Ensuite, il dit, j'ai détecté c'est npm. Fine. Et c'est quoi la commande pour lancer l'application? J'ai regardé un petit peu, je ne voulais pas montrer, mais dans le package.json, puis je vois qu'il faut faire un npm run. npm run. Oui, j'adore ça écrire run. Puis sur quel port ça écoute? J'ai vu que c'était le port 8000. Bim, ça vient de me créer finalement les 4 fameux fichiers. Puis en même temps, ça me dit un peu, c'est quoi les prochaines étapes maintenant que tu as tout ça, puis que tu es un expert? En fait, tu peux faire un Docker Compose up -build. Puis après, ton application, elle devrait automatiquement fonctionner sur le port localhost 8000. Moi, je vous propose d'aller voir les fichiers qu'il nous a créés. Dès que je retrouve mon WebStorm. Ah, ici. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il nous a créé un Dockerfile. J'essaye de rezoomer. Puis, un des gros avantages du fichier qu'il nous génère,
il respecte à peu près les standards et les bonnes pratiques pour les fichiers, donc c'est génial, parce qu'il y a pas mal de trucs qu'il va faire que la plupart du temps, à la main, on oublie. Et surtout, ça vient avec une tonne de commentaires. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être un expert pour réussir à comprendre réellement qu'est-ce qu'il a fait. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il parle de la version Node 6.9.2 qu'on a donnée. Il essaye de mettre des bonnes pratiques comme un Node Env production. Il essaye de faire ça intelligemment en montant certains fichiers. Honnêtement, les lignes comme ça, moi, j'aurais pas écrit ça de même, mais j'aurais été moins efficace. Donc c'est là où on voit, puis il dit avec NPM, CI, donc juste les composantes de production, nanana, donc c'est vraiment les bonnes pratiques qu'il applique. Puis enfin, ça se termine avec NPM run. Je peux l'essayer. Donc soit on fait Docker build pour builder, soit on peut aussi faire la commande qu'il nous a proposée, qui est Docker compose up, moins build. Ouais, je ne vais pas faire le up, je vais juste faire un Docker compose build pour l'instant. Puis on va voir comment ça fonctionne. Après tout, il est super bon. Banane magie, j'imagine il y a plein d'IA, etc. Et les images sont plus en cache. Je les ai téléchargées il y a 1 heure pour être sûr. Hein, mais et bam, ça ne fonctionne pas. Waouh. Pourquoi? Il faut se rappeler un petit peu, on est en Node 6. Puis si on regarde, il a fait un npm CI, puis il est parti du principe qu'il y avait un package lock. Mauvaise nouvelle, npm CI et package lock sont arrivés en Node 8. Donc déjà, ça ne fonctionnera pas. Donc, avant de corriger tout ça, on va aller voir quand même les autres fichiers qu'il nous a générés. Donc, il nous a généré un fichier compose. Encore une fois, comme on peut voir, avec énormément de commentaires qui nous expliquent réellement qu'est-ce qu'il a essayé de faire, avec des références, aller chercher des docs. Donc, on voit notre service qu'il a appelé serveur, qui écoute sur le port 8000. Et on peut voir aussi qu'il nous donne une section de commentaires. Donc, regarde, si jamais tu utilises une base de données type Postgres, tu aurais juste à décommenter ça, puis ça devrait automatiquement fonctionner. Puis c'est vraiment un Postgres avec les bonnes pratiques qui ont été mises et tout. Donc, c'est génial. Je pourrais décommenter ça. Mon projet, il utilise MongoDB et pas Postgres. Est-ce que ici, certains connaissent Compose? Oui, j'ai un peu plus de mains levées. Est-ce que vous l'utilisez? Yes. Donc, Compose, pour ceux qui ne l'utilisent pas, on le verra un petit peu après à quoi ça sert, mais c'est vraiment un outil de base qu'on va utiliser en tant que développeur. Et le gros avantage, c'est qu'il nous a donné un README. Puis là, il nous explique un petit peu justement comment builder et runner notre application. Puis il utilise Docker Compose. Donc c'est pour ça que je dis on verra un petit peu plus en détail après. Puis il nous donne vraiment toutes les lignes de commande. Puis pour déployer dans le cloud, ce qu'il nous dit, c'est tu fais un build de ton image. Si jamais tu fais partie des gens un peu bizarres qui utilisent des laptops ARM comme tout ce qui est Mac, M1, M2, M3, puis qu'en prod, c'est du Intel de base, voilà comment tu peux faire pour builder du Intel. Donc, vous n'avez même plus besoin de vous casser la tête, vous avez vraiment la documentation pour le faire. Et enfin, à la fin, tu dois pousser ton image dans un registry. Donc, on a vraiment une doc qui est générée, qui nous donne les grandes lignes. À partir de là, vous pouvez dire, ça y est, j'ai fait ça, je suis maintenant un expert Docker. Dans la compagnie, je deviens la référence. Accessoirement, souvent, dès que vous êtes le premier à faire du Docker, vous faites 2-3 lignes de commande, vous devenez la référence. Donc, hop. Exactement ce que je ne voulais pas faire. Donc, maintenant qu'on a exploré notre projet, on a parlé de Docker Init. Donc, comme on a pu le voir tout de suite, Docker Init, c'est génial, c'est un outil qui nous permet vraiment de générer tous nos fichiers de base pour dockeriser un projet. Par contre, c'est vraiment un projet qui est générique. Donc, comme on l'a vu, il n'est pas capable de connaître les particularités précises de mon projet. Et c'est donc, par définition, imparfait. Ça fait quelques années que je milite pour qu'ils puissent nous donner des templates, pour qu'on puisse faire nos propres templates, mais aujourd'hui, ça ne le permet pas. Donc, si vous n'êtes pas dans le cadre normal des templates définis, utilisez-les pour starter vos projets, vos Docker Compose, vos Docker Files, et modifiez-les par après. Au moins, ça vous donne la base au lieu de tout écrire à la main. Aussi, si jamais vous utilisez des monorepos, donc est-ce que certains d'entre vous utilisent des monorepos? Personne. C'est quand même assez rare. C'est une technique où finalement on va mettre plusieurs projets dans le même repo pour simplifier plusieurs gestions, etc. Docker Init ne le supporte pas, donc il faut aller dans chacun des dossiers, puis après tu regardes pour gérer ça de manière un peu plus globale.
Donc c'est vraiment un outil extraordinaire, je trouve, pour aller vite. Pour des petits projets, des projets récents, nouveaux, etc., généralement ça fonctionne à 1. Par contre, dès que vous êtes dans du legacy ou dans des particularités ou des trucs plus complexes, ben là, ça demande un peu plus d'intelligence humaine et du tweakage pour y arriver. Le deuxième outil qu'on a utilisé, c'est Docker Compose. Donc Docker Compose, on peut vraiment le voir comme un orchestrateur local de containers. Lui, ce qu'il mange, c'est du YAML. Donc vous n'avez pas besoin de connaître un nouveau langage de programmation. C'est vraiment du YAML. Puis j'ai une opinion, je trouve que YAML, c'est plus simple que du JSON. Mais c'est aussi le défaut, c'est que c'est plus simple que du JSON sur certains cas plus complexes. Puis c'est des commandes qui sont très simples. Comme on a vu, c'est Docker Compose Build, Docker Compose Up au niveau des commandes. Donc ça reste quand même très simple à écrire, très explicite. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait autant notre service API, serveur, et il nous proposait déjà un deuxième service qui est la base de données. Donc c'est là où on peut avoir vraiment plusieurs services qui va représenter notre application et toutes ses dépendances. Donc si je retourne dans mon projet, on va essayer de le faire fonctionner. Donc ici, ce qu'on sait, c'est qu'NPM CI, ça ne fonctionne pas, donc on va remplacer ça par install. Le projet, vu qu'il build, malheureusement, je ne peux pas avoir juste les dépendances de prod, parce qu'il a besoin des dépendances de dev pour builder, donc on va te commenter. Et pour la même raison, il est obligé de fonctionner sur le même user tout le long. Donc je fais 2-3 petites modifs, je refais un Docker Compose Build, cette fois-ci, ça devrait fonctionner. C'est là où on va voir si je ne dis pas de bêtises. Alors j'ai un petit peu de crainte quand je vois autant de 304 apparaître. Ça ressemble à quelqu'un où l'Internet vient de cracher. Donc, on va attendre au cas où, mais ce que je veux vous dire, c'est l'image, elle fonctionne, l'image, elle build. Et l'étape d'après, c'est de lancer le projet, puis on va voir que le projet, il arrive à fonctionner. Par contre, on le lance, et il va cracher avec la première erreur possible. J'arrive pas à me connecter à MongoDB. Ben oui. On ne lui a pas dit où il était MongoDB, on n'en a pas installé, on n'a rien fait. Voilà, il vient de cracher. En gros, il n'a rien réussi à faire. Donc, à partir de ce moment-là, rajoutons un serveur MongoDB. Donc là, on va dire MongoDB. On va lui spécifier l'image, MongoDB 3.2, c'est la version qu'il a besoin. Puis, aucun autre paramètre, je vais rester sur les paramètres par défaut. Donc là, cette fois-ci, je peux faire un Docker Compose Up. Et je vais le voir. Je vais changer de réseau, histoire de. Mais de toute façon, il marche chez Mongo. C'est moi aussi. Voilà. Donc là, je lance les deux. Puis là, ce qu'on voit rapidement, c'est que j'ai un MongoDB qui a démarré. J'ai un serveur qui a démarré, quelque part. Et le serveur qui listen sur le port 8000, j'ai plus d'erreur que vous n'avez pas vu de connexion à MongoDB. Donc là, rapidement, maintenant, j'ai réussi, grâce à Compose, grâce à Init, d'avoir dockerisé mon projet, puis d'avoir lancé ça localement pour que ça ait l'air de fonctionner. Maintenant, niveau développeur expérience, c'est génial. J'ai évité de refaire la même erreur. Mais est-ce qu'on peut améliorer ça? Parce que qu'est-ce que je dois faire quand je modifie mon projet? Est-ce que je dois vraiment rebuilder mon image à chacun des changements? Parce qu'on a vu, c'est dedans où il fait dans le run, c'est là où il build le projet. C'est quand même assez long, inefficace, puis c'est une opération en plus manuelle. Moi, j'aime bien quand mon application, elle prend mes changements toute seule sans que j'ai à intervenir quand je modifie. Mais dans un monde Docker, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous connaissez une solution à ça, à part toi, Aurélie? On a parlé de Compose. En fait, Compose a un nouvel outil, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Compose Watch. Compose Watch, ça permet justement de régler cette problématique-là, de mettre à jour nos conteneurs automatiquement quand il y a des fichiers qui changent. Puis pour ça, on a 3 actions possibles. J'ai un fichier qui change, je peux le synchroniser à l'intérieur de mon container. J'ai un fichier qui change, je peux le synchroniser dans mon conteneur et redémarrer mon container. Et aussi, j'ai un fichier qui change, je peux rebuilder le conteneur automatiquement et le relancer. Il fait un watch. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Compose Watch. Donc, pour l'implémenter, on va modifier un petit peu
notre truc. Je pense que je l'ai appelé Compose Watch. Non, en fait, je change juste de branche. Ah. Oui, je triche, je suis désolé. Je triche, mais Git, il veut pas. Mais il est casse-pied. Mais je les ai supprimés. Bon, a priori, je ne sais pas supprimer des fichiers, je m'excuse. Merci. Donc, vous voyez à quel point je suis un expert Git. Donc, dans mon fichier compose, ouais, ah, c'est bien. Donc vous avez réellement rien vu, c'est bien. Donc vous m'avez pas vu galérer avec Git pour retrouver un état clean. C'est très bien. Aucun problème, je vous jure. Donc au niveau de notre fichier Git, fichier compose, donc on avait notre application, on avait rajouté MongoDB. Mon MongoDB est là. Et je viens rajouter finalement le mode watch. Donc, c'est les fameuses instructions développe qu'on voit ici. Comme vous voyez, mon IDE, il est parfaitement à jour. Il ne connaît pas cette instruction développe. Donc, rassurez-vous, si vous avez de l'autocomplétion, ben, ça se peut que votre mot-clé développe soit complètement rouge comme moi, en disant ben, je ne connais pas ça dans le format. Il faudra qu'il se mette à jour. Donc là, on va lui rajouter l'instruction donc develop watch et on lui donne des actions. Donc on parlait de l'action de synchroniser. Donc moi, c'est un fichier Node. Ben, ce que je veux, c'est quand il y a un fichier, n'importe lequel qui est modifié, ben, tu le prends puis tu me le copies dans le container. Mais tu ignores le dossier Node module parce que mon Node module local n'est pas forcément le même que dans le container. Par contre, je veux que tu rebuilds mon conteneur à chaque fois que je change mon package.json parce que mon npm install, je le fais dans la construction de mon image. Donc ce n'est pas au runtime. Donc, si je teste tout ça, hop, dès qu'il me rend la main, voilà, je refais un Docker Compose, mais cette fois-ci, je vais lui mettre un watch. J'ai juste eu un blanc. Donc là, il part les prochets, et on voit tout en bas, hop, c'est marqué que le mode watch est activé. Donc là, ça veut dire que, normalement, je vais modifier n'importe quel fichier. Par exemple, ici, je ne suis plus à Canfu. La dernière fois que je l'ai présenté, c'était à Canfu. Je suis à Agile Québec. Puis, ma compagnie, c'est Agile Québec. Mais si je retourne dans ma console, ce que je vois, c'est qu'il vient de syncer mes fichiers à l'intérieur. Mais, pour une raison inconnue, j'ai envie de changer mes versions dans le package.json. Ça peut être simplement pour rajouter une dépendance ou quoi que ce soit. Bon, je vais juste changer un numéro de version. Puis là, on voit que cette fois-ci, il a décidé de le rebuilder. Puis le rebuild est fait, et une fois qu'il a buildé, pouf, il a relancé automatiquement. Donc là, vraiment, dans le flow, ça vient vraiment automatiser toute cette gestion-là. On n'a plus d'opérations manuelles. Donc pour ceux qui ont l'habitude, par exemple en Node, d'utiliser des --watch ou des rundev, etc., on vient mimiquer ce fonctionnement-là, mais on vient de containeriser tout ça dans Docker. Puis, je vois la question quand même assez vite arriver. Pourquoi je roule mon application dans Docker localement en tant que développeur? J'ai plusieurs raisons à ça. La première, c'est que Node 6 sur ARM, je ne l'ai pas dans Brew et je ne l'ai pas dans NVM. Donc, je peux me casser la tête à essayer d'installer Node 6. Ou je peux me dire, j'ai déjà des choses qui sont déjà faites, j'utilise Docker pour ça. Parce que de toute manière, en production, ça va rouler dans Docker. L'autre raison, c'est pouvoir me permettre aussi certaines autres fonctionnalités. Node 6, ça utilise Bcrypt. Je suis incapable de builder ça sous Mac, honnêtement. Dans la version 6, il y a des bugs, je ne suis pas capable, je suis bloqué. Donc là, le faire dans Docker, ça me simplifie un petit peu la vie. L'autre raison, c'est que très rapidement, ce que je peux dire, c'est mon projet il est sous Node 6, mais est-ce qu'il fonctionnerait sous Node 8? En fait, j'ai déjà changé ça. Donc tantôt, on a vu, on était en 6, j'avais un commit qui traînait. J'ai déjà upgradé en Node 8, on l'a vu, mon application a démarré en 8. Puis je peux même dire, maintenant, je vais passer en Node 10.
essaye de me rebuilder ça. Et on va voir si ça fonctionne. Donc ça nous permet finalement d'itérer assez rapidement, juste à essayer de mettre à jour, puis pas juste ça marche localement sur ma machine, mais en même temps que ça va fonctionner dans mon pipeline pour builder, puis pour pousser en production. Donc, mauvaise nouvelle, ça va cracher en 10. En fait, j'ai dû beaucoup travailler sur ce projet-là pour le passer jusqu'à Node 16. Beaucoup de dépendances étaient incorrectes. Donc là, maintenant, on est rendu à une étape où j'ai un projet en Node 6 ou 8, ça dépend à quel point vous êtes à jour, qui fonctionne. J'ai un environnement de dev qui me permet de travailler dessus, j'ai un MongoDB. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est de mettre en prod. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, non. Parce qu'on a vu, je suis en MongoDB 3.2. Le problème, c'est que c'est une version beaucoup trop vieille. Donc, pour ceux qui utilisent Kubernetes, le Kubernetes opérateur de MongoDB, il accepte une version de MongoDB de 4.4 minimum. Qu'est-ce que je peux faire pour fixer ça? En fait, grâce à Compose, on a vu, c'est une dépendance. Donc, le plus simple, je modifie mon fichier Compose, je change la version de MongoDB pour mettre 4.4. Puis, je relance le projet. Comme ça, je sais tout de suite si j'upgrade ma version de MongoDB, est-ce que ça fonctionne? Quick réponse, non. Parce que là, j'ai une dépendance dans le projet qui est le connecteur à MongoDB qui ne supporte pas 4.4. Donc là, je passe un certain temps à upgrader mon projet, à le passer en Node 10, 12, upgrader finalement mes dépendances pour arriver à me connecter à MongoDB 4.4. Mais une fois que vous êtes arrivé à cette étape, c'est bien d'avoir toujours la version minimum supportée, mais elle est supportée pour combien de temps? Puis est-ce que je ne peux pas essayer de voir tout de suite, est-ce que ça fonctionnerait en MongoDB 5, maintenant que j'ai fait tout ça? Encore une fois, j'arrive dans mon Compose, je change la version, je relance, puis je le sais oui ou non si ça fonctionne. Donc c'est là où, finalement, avec des outils comme Compose, je viens vraiment me simplifier la vie à tester, à itérer beaucoup plus rapidement, localement sur ma machine, sans avoir besoin d'aide forcément d'une équipe d'engineering, plateforme, etc. Ça fonctionne sur ma machine. Ça ne veut pas dire, parce que ça fonctionne sur ma machine, que forcément c'est exactement ça en production, mais ça me permet d'itérer beaucoup plus rapidement. Donc maintenant que j'ai tout ça qui fonctionne, je peux me poser la terrible question: comment je vais écrire mes fichiers pour Kubernetes? Parce qu'en prod, on l'a dit, c'est du Kubernetes. Là, on a fait du Compose, on a fait du Docker. Est-ce que certains ont déjà écrit des manifestes Kubernetes? Tant mieux pour vous. Parce que vous avez vu ce qu'on a fait pour YAML, pour du Compose, c'est court, c'est simple, c'est lisible, ça tient à peu près dans un écran très zoomé. Des fichiers de Kubernetes, c'est long. C'est toujours du YAML, mais c'est long, puis il en faut à la pelle et à la tonne. Même pas des M-Chart. Là, c'est de la tonne plus plus. Là, je fais juste des fichiers de base de Kubernetes. Donc, c'est très, très verbeux. Puis, honnêtement, il y a zéro fun à écrire ces fichiers-là soi-même à la main. C'est pour ça qu'on peut se demander, y a-t-il un outil intelligent qui va me prendre ma définition de Compose, j'ai mon application, j'ai mon Dockerfile, j'ai mon MongoDB, et me transformer tout ça en définition YAML, Kubernetes, sans me casser la tête? La bonne nouvelle, c'est que oui, vous avez plusieurs alternatives. Aujourd'hui, je vais en parler surtout d'une, même s'il y en a une deuxième que je parlais brièvement, mais je ne vous ferai pas des mots dessus. Donc la première, c'est un projet qui a été développé par Kubernetes, justement, qui s'appelle Compose, avec un K cette fois-ci. À pas confondre avec Compose avec un C de Docker. Et c'est vraiment un outil qui est fait pour transformer les fichiers Compose avec un C en fichiers Kubernetes ou en OpenShift si jamais vous avez du OpenShift. Puis pour ça, c'est vraiment simple. On va y aller. Je fais Compose. J'ai dit Compose. Et on. Voilà. Compose convert, donc vraiment une ligne de commande très simple, entrée. Puis là, il regarde qu'est-ce que j'ai. Puis là, il dit, j'ai regardé ton compose, j'ai vu que je vais te créer un fichier qui s'appelle service, parce que mon service, il a le bon nom de service. MongoDB déploiement et serveur déploiement. Puis il me dit, warning, tu as MongoDB, tu n'as jamais dit quel port y écouter, il n'est pas exposé, je ne sais pas trop quoi faire avec, donc il y a un des fichiers qui va manquer. Là, tu dis, ouais, MongoDB, je vais peut-être fixer ça. Il est où mon fichier compose? Je vais lui mettre un port. Quelqu'un se souvient, c'est quoi le port de MongoDB? Oh là, il y a trop de réponses. 5, 2, 3.
façon, c'est pas grave, je ne vais pas le déployer dans Kubernetes, mais je voulais mettre le bon port. Puis là, si je le relance, ben, il va me recréer les fichiers. Donc lui, que les fichiers existent, qu'ils n'existent pas, il va les écraser. Bonne nouvelle. Puis là, on le voit, cette fois-ci, il m'a créé le 4e fichier manquant. Puis ces fichiers de définition de Kubernetes, comme je disais, c'est des fichiers qui sont un peu imbuvables, mais ça ressemble à ça. Donc là, vous avez la version petite où vous pouvez voir la taille. Donc là, on a un service. Ça, c'est notre API. Là, vous avez une autre partie pour votre API. Là, vous avez votre MongoDB. Et là, vous avez une autre partie pour votre MongoDB. Donc on voit déjà, ça vient de générer des fichiers qui sont assez longs et peu plaisants à écrire à la main. Mais si on zoome dessus, ben en fait, il se met quelques annotations pour dire hey, c'est moi Compose qui l'ai fait, histoire que tu puisses ne pas oublier. Mais sinon, grosso modo, ça reprend finalement ce qu'on avait dit comme argument. Donc, pour lancer mon conteneur, tu as besoin de npm run. Ah, je l'ai changé en run dev, mais c'était run en prod. Ça utilise des variables d'environnement et ça reprend le port. Puis si on regarde le service en Kubernetes, c'est la partie réseau. Donc, il dit le port 8000, mais c'est lié au port 8000 du container ou du pod. Donc, on vient d'avoir ce lien-là. MongoDB, c'est la même chose, donc je ne rentrerai pas en détail. Puis, dans le serveur, ce qu'on voit aussi, c'est l'image Docker, quelque part. Image serveur. Donc, ça nous donne encore une fois une template. Ça nous a fait le travail de base. Mon image en prod, elle ne va pas s'appeler serveur. Je veux dire, il manque un registry. Donc, au pire, ça va être quelque chose comme... moi, je travaille chez Qmogene, donc ça va être qmogene.azure.cr.io / ma super application, 2 points, puis sûrement un hash. Donc, mon registry privé, facile sur Azure, c'est Azure CR, mais ça aurait pu être CR machin chose. Je ne me rappelle plus les liens par cœur. Donc, vous avez quand même quelques modifications à faire. Mais vous avez la base. Vous n'avez plus besoin d'écrire toute cette trolley de lignes. Puis quand je dis trolley de lignes, des fois, j'exagère un peu, mais c'est quand même que 36 lignes, x 4. Donc, on l'a vu à combien de temps ça a été fait. C'est extrêmement rapide. L'autre outil qui vous permet de convertir rapidement des fichiers Compose en fichiers Kubernetes, il a été développé par Docker. Et j'ai complètement oublié son nom. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un bridge où il est capable de vous le faire. Allez lire la doc de Docker là-dessus. Je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est pour ça que j'en parle peu. Mais ils l'ont annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Ou sinon, vous avez Compose, comme vous avez vu, c'est vraiment simple d'utilisation. Puis, au final, ça fait juste traduire du YAML pour du YAML. Ah, j'ai encore cliqué à côté. OK, donc on a parlé de Compose, on vient de simplifier tout ça, mais l'étape d'après, c'est je suis prêt en prod, j'ai tout. J'ai mon Docker, je l'ai buildé, je suis capable de le pousser dans un registry, j'ai mes fichiers Kubernetes. Bon, la prochaine étape, je déploie ça en prod où on est peut-être un peu safe, dans un staging, un QA, un dev, dans un environnement finalement relié à de la production. Oui, mais il vient un petit problème. C'est l'équipe sécurité. Donc, on a un outil interne où une équipe de sécurité a pris mon image, puis a dit « Mais ton image elle a quelques vulnérabilités, ça ne passe pas nos requis internes. Peux-tu, s'il te plaît, aller fixer ce que tu peux avant ?» Donc là, on se retrouve finalement dans un cas où j'ai travaillé quand même pas mal, j'ai fait mon image, puis je ne suis pas parfait, j'ai des vulnérabilités. Comment je fais ? Est-ce que j'essaye à l'aveugle de travailler, de corriger, puis ensuite je reviens voir mon équipe de sécurité. « Hey, j'ai une nouvelle version, est-ce que ça passe, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ?» Ou on a des outils un peu mieux. Un des outils qu'on peut voir, donc, puisqu'on parle de Docker, c'est Docker Scout. Docker Scout permet de générer finalement ce qu'on appelle un SBOM, donc un Software Bill of Material de mon conteneur. Donc c'est un fichier qui répertorie toutes les dépendances de votre conteneur. Donc autant les dépendances de votre application que les dépendances du conteneur, si vous avez Debian, tout ce qui est package Debian et ainsi de suite. Puis là-dessus, il est capable après d'aller chercher des vulnérabilités. Et une fonctionnalité qui est quand même assez fun, c'est capable de comparer 2 images entre elles. Comme ça, vous pouvez dire, ça c'est mon image de départ, j'ai travaillé, c'est ma deuxième image. Est-ce que j'améliore les choses ou j'ai fait un coup d'épée dans l'eau ? Puis cet outil, il y a 3 manières de l'utiliser. En ligne de commande, via Docker Desktop si vous l'avez, dans le UI. Et il y a une version web qui existe, qui est intégrée par exemple avec Docker Hub ou n'importe quel registry privé.
Mais par contre, la version web, c'est une offre commerciale payante. Donc, ça ressemble à quoi? Cette fois-ci, je ne vais pas la runner parce que les analyses sont quand même assez longues. Puis, je n'ai pas envie de construire 4 images pour vous le montrer. Mais ça nous génère des rapports comme ça. Donc, tout ce qu'on lui dit, c'est Docker Scout, Quick View, l'image que vous voulez. Puis, il va la scanner. Puis, il vous sort un rapport sommaire. Vous pouvez demander des rapports détaillés si vous voulez le détail. Moi, j'aime bien le rapport sommaire. Et puis là, il est capable de dire, mon image, elle est basée sur une Node 6, qui elle-même, si tu veux la mettre à jour, tu pourrais passer directement en Node 21, à l'époque où j'ai fait mes slides. Puis aujourd'hui, voilà les vulnérabilités que tu as. Tu as 17 high, 17 critiques, 57 hautes. L'image de base que tu utilises, elle en a quand même 9 et 32. Donc tu sais que toi, tu peux améliorer ton application autant que tu veux. Tu en as quand même dans ton image de base. Par contre, si automatiquement tu passes dans la Node 21, je règle à peu près tous tes problèmes de l'image de base. Bon courage, on a vu tout le travail que c'est juste de passer de Node 6, 8, etc. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Par contre, si vous avez des applications plus récentes, ce qui est génial, c'est que vous avez comme ça des recommandations aussi, puis vous pouvez voir juste en changeant l'image de base via une autre plus à jour, à quel point ça améliore votre situation. L'autre fonctionnalité, comme je dis, c'est de comparer les images après. Donc, je peux faire un Docker Scout compare mon image avec telle image, puis sors-moi un rapport en Markdown. Et le rapport, il ressemble à ça. Donc là, on peut voir mon image analysée, mon image de comparaison, puis tout de suite, j'ai un sommaire entre les deux. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en Node 8, j'ai une critique de plus, mais j'ai moins de vulnérabilité haute. Je ne suis pas sûr que ça passe encore mon équipe de sécurité si je m'arrête là. Donc là, je suis capable de travailler mon application, mon code, etc. Puis maintenant, de 6, je suis passé à 10. Puis là, je peux voir en 10, ça améliore quand même pas mal. Puis là, l'avantage, c'est que vous êtes encore une fois que sur votre machine, vous pouvez tout de suite le faire. Donc, un peu la mentalité, ce qu'on parle de shift left. Donc, vous donnez le pouvoir localement à accélérer finalement ce cycle de productivité. Puis ce qui est bien, c'est qu'un peu plus bas, on voit aussi c'est quoi qui a changé. Il essaye de voir aussi dans les variables d'environnement, et puis on voit d'autres détails plus bas. Mais là, tout de suite, dans les images de base, on a les versions. Donc on peut voir tout de suite qu'on est passé de 6 à 10. Puis si vous avez Yarn, en même temps, les versions. Puis si je pousse encore plus loin, j'essaye avec Node 16, ma version finale. Donc là, on voit, ça règle quand même pas mal de problèmes, parce qu'en fait, ce qui risque de rester en vulnérabilité, c'est sûrement celle de mon app qu'on avait vue de base, qui ne sont plus dans celle de base. Par contre, regardez le nombre de vulnérabilités low qu'on vient d'ajouter. Et c'est un vrai scan, je ne l'ai pas inventé. Donc, mais est-ce que 240 vulnérabilités basses, c'est mieux que 17 critiques? Il y a des fortes chances. Maintenant, si on veut se dire, moi, la ligne de commande, j'aime bien ça, là, mais je suis quand même un peu plus visuel. J'aime bien les outils graphiques. À quoi ça ressemblerait? Si je vais dans Docker, que je ne trouve pas, ici. Comme je dis, si vous allez sur Image, vous cliquez sur votre image, vous avez la possibilité d'avoir un rapport de Scout qui est généré. Et lui, je peux le zoomer. Oh, c'est chouette. Puis ce qui est intéressant dans lui, c'est qu'il vous donne vraiment la hiérarchie des images. Donc on voit que mon API est basé sur un Node 8, qui elle-même est basée sur elle, qui elle-même est basée sur elle. Puis à chaque fois, je peux aller voir aussi le détail. Donc par exemple, on voit que les images de base, les deux premières, 0 vulnérabilité, elles sont clean, mais vraiment clean. Je passe à elle, je rajoute déjà 11 vulnérabilités, puis j'ai le détail. Puis encore à elle, j'en ai juste 11 encore. Je passe à Node, je passe à 53 vulnérabilités. Je passe à mon application, j'en ai 127. Donc ça me donne quand même comme ça un aperçu rapide de à quel moment les vulnérabilités ont été introduites. Puis, en zoomant, j'ai un scroll qui est disparu. On peut voir aussi vraiment dans les layers. Donc, par exemple, si on regarde, moi, quand j'ai bâti mon image, c'est quelle commande que j'ai fait dedans qui a rajouté mes vulnérabilités. Puis là, on peut voir que jusque-là, les 4 premières, il ne s'est rien passé. Ici, on voit que j'ai fait un apt-get install, ça a rajouté des vulnérabilités mercuriales. Puis si je vais encore plus bas, j'en ai d'autres. Puis à la fin, je devrais avoir mon application qui, elle, est celle qui rajoute le plus de vulnérabilités, qui sont toutes mes vulnérabilités NPM. Donc là, comme ça nous permet vraiment, sur notre machine, via Docker Compose, Docker Desktop, avec Scout, d'avoir des outils qui nous permettent aussi de comprendre un peu où est-ce que j'ai mis des vulnérabilités, où je peux agir,
puis nous donner finalement cette rapidité d'exécution en tant que développeur, sans devoir toujours appeler notre équipe de sécurité, ou de pousser, par exemple, dans GitHub ou dans n'importe quel outil, à attendre que le CI passe, que ça scanne, d'avoir le rapport modifié, repoussé. C'est vraiment inefficace finalement comme processus. Donc, c'était tout pour ça. J'espère qu'avec ça, vous avez des idées de comment utiliser Docker, de voir comment Docker peut vraiment vous accélérer votre développement, surtout dans la prise de projet, que ce soit des vieux projets, autant que les projets modernes. Mais j'ai axé ça souvent sur les projets vraiment les plus anciens, parce que souvent on entend « mon projet il est trop vieux, sous Docker ça ne marchera jamais ». Mais en fait, non. Sur les projets legacy, c'est peut-être là où j'ai le plus de gains, parce que c'est là où ça me permet le plus rapidement d'améliorer mes projets et de tester, d'itérer, versus les projets récents qui, normalement, on part en projet neuf, ça devrait bien aller. Merci. Donc, maintenant, on entame la période de questions. Donc, il y a un micro ici. Tu as une question au fond, si tu veux. J'ai évité. Bonjour. Oui. Je pensais connaître Docker, mais pas au complet. Docker Scout m'intéresse. Est-ce que, comparativement, exemple, nous, on utilise Snyk. Oui. Est-ce que c'est l'équivalent gratuit? Alors, il y a une partie qui est gratuite, qui est fournie dans le CLI, dans Docker Desktop. Mais les fonctionnalités les plus poussées, donc par exemple, scanner vos repos automatiquement dans Hub ou via des registries, c'est payant. Puis à ce moment-là, oui, ça se compare quand même assez bien avec Snyk, qui ont une solution comparable. Mais si tu veux l'introduire vraiment dans ton flow pour du shift left, intégrer directement dans tes outils de développeur, bah, des fois, c'est plus pratique de l'avoir dans ton outil de développeur de base. Mais après, c'est des choix d'organisation, oui. Effectivement, c'est ce que je voyais en partant. Merci. De rien. Bonjour. J'ai jamais utilisé Docker. Une question qui a l'air très de base pour tous ceux qui l'ont utilisé au moins une fois. Tu as dit que ça pouvait être utilisé dans plusieurs langages. Ouais. Donc, de quelqu'un qui ne connaît absolument pas ça, est-ce que c'est possible de l'utiliser pour du .NET sous Windows? Exactement. Donc en fait, Docker, ça roule des conteneurs dans à peu près tous les langages. Puis dans le cas de .NET, la particularité que tu vas avoir, c'est est-ce que tu utilises du .NET Core ou du .NET Framework. Dans le sens que .NET Core, on a de la chance, ça peut rouler autant sous Linux que sous Windows. Si tu as du .NET Framework, ça roule sur Windows seulement. Il existe des Windows Containers qui roulent vraiment avec le kernel Windows. Ça existe, ça fonctionne. Je ne suis pas un expert. Tu as vu, j'ai un Mac. Mais j'en ai fait pour des clients, donc oui, ça existe, ça fonctionne. C'est un peu plus lourd, mais ça existe. Le gain que tu vas avoir là-dessus est peut-être un peu plus faible parce que je les ai trouvés beaucoup plus longs à builder pour du shift left. Pour de la production, les gains sont les mêmes par contre. Autre question? Ben, super, ben, merci beaucoup. Si jamais vous avez d'autres questions, je suis toujours dans les parages. Vous me risquez de me voir plus par contre au niveau du kiosque Codian. C'est quand même là que je suis en temps normal. Mais c'est avec plaisir. Puis ravi d'avoir pu vous faire découvrir d'autres parties de Docker. Comme tu l'as dit, on connaît des fois Docker, mais c'est vraiment beaucoup de choses dans cette boîte à outils.